Cette situation constitue un nouveau choc pétrolier. Le revoilà, vous le connaissez, c'est le choc pétrolier. Et si ce choc énergétique persiste, au-delà de quelques semaines, la crise pourrait se diffuser plus largement à l'économie et être, au fond, d'une nature plus systémique. Ah ouais, crise systémique carrément. Ah non, mais t'inquiète, histoire de pas faire paniquer les foules, il est revenu sur le terme de choc pétrolier. Regarde. J'ai prononcé ce terme, je parlais de la situation en Asie. J'ai bien compris. Mais oui, et j'ai bien compris que ça partait, comme si j'annonçais, le ministre de l'économie et des finances, un choc pétrolier en France. C'est pour ça que j'ai retiré ce terme. D'accord, ouais. Donc voilà, le choc pétrolier, c'est chez les autres, pas chez nous. Problème réglé. Bon, mais c'est quand même bizarre de faire comme si ça concernait que l'Asie, non ? Attends, ça me rappelle un truc. Tu sais, quand l'ancien ministre de l'économie, il a dit qu'il y avait des milliers de millionnaires qui payaient pas l'impôt sur le revenu. Alors en fait, après, on a entendu Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics à ce moment-là, et actuelle présidente de la Cour des comptes, qui a dit que c'était faux, pour que finalement, on apprenne que, bah si, c'était vrai. C'est la même méthode. Alors ils disent une vérité, ça choque, puis ils essaient d'effacer cette vérité après coup. Parce que ce qu'avait dit Roland Lescure, au début, c'était vrai. On a bien raison de craindre un choc pétrolier. D'ailleurs, le président de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, utilise des termes similaires en évoquant la crise énergétique la plus grave de notre histoire. Et oui, dites-vous que Roland Lescure a dit ces mots-là le 24 mars, et que si ça continue encore quelques semaines, on pouvait craindre que ça se transforme en une crise systémique. Bon, mais depuis le 24 mars, il s'est passé quoi ? Ça s'est calmé ? The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. The last-minute deal tonight between the U.S. and Iran to stop the fighting, at least temporarily. Iran will reopen the Strait of Hormuz, that crucial oil shipping lane that has been choked off for weeks, and the U.S. will stop its attacks for at least 2 weeks. Israelis are breathing a sigh of relief over the ceasefire, but Prime Minister Benjamin Netanyahu says the deal does not cover fighting against Hezbollah. Le détroit d'Ormuz sous blocus dès ce lundi. C'est la réponse de Donald Trump à l'échec des négociations menées au Pakistan. Si le président se montre confiant, ce n'est pas le cas du reste du monde. Les prix du pétrole ont bondi à l'ouverture des bourses de Tokyo et de Séoul. Une situation tournée en dérision par le président du Parlement iranien dans un message publié sur X. Profitez bien des prix actuels à la pompe. Avec ce soi-disant blocus, vous allez bientôt regretter l'essence à 4 ou 5 $. Donc du coup, il y a crise systémique là ou... Eh ben écoute, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Oui, il y a un choc pétrolier et oui, il y a une crise systémique. En fait, c'est plutôt que ce choc pétrolier, c'est un épisode de plus d'une crise systémique, celle du commerce international. Je vous le dis, c'est avec beaucoup de clarté. Il n'y a pas d'argent magique. C'est qu'à partir du moment où l'État donne 211 milliards d'argent public à des entreprises, elle a quand même vocation à les réguler. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique. Bon, on vous apprend pas ce qui se passe, le détroit d'Ormuz est bloqué, c'est une route très empruntée, notamment par les pétroliers qui viennent du Moyen-Orient, donc forcément, le monde se met à manquer de pétrole. Mais au-delà de ça, pour comprendre pourquoi on peut parler de crise systémique, il faut qu'on passe un moment sur plusieurs principes économiques auxquels on pense jamais, mais qui sont pourtant les fondations de notre système commercial mondial. Le premier terme, c'est la commoditisation. C'est un processus qui permet de transformer une matière, un service ou toute autre chose en marchandise tellement standardisée qu'on peut finir par parler de matière première, commodity en anglais, et qui peut être vendue à l'autre bout du monde sans difficulté. L'exportation à travers le monde, c'est vraiment pas un truc nouveau. Mais dans le passé, les marchandises étaient généralement associées aux lieux de production. Vous aviez le fil de Rennes, les indiennes de coton ou la toile de Nîmes, comme on dit aujourd'hui. C'est pas vrai. De Nîmes. Oui, de Nîmes. Des États-Unis. Voilà. Ça vient de Nîmes. C'est ça. Dis-moi pas que c'est pas vrai. C'était la même chose pour le blé, avec le blé de la Beauce, d'Odessa, de la Baltique. À chaque fois, grâce à la provenance, les commerçants avaient une idée du produit, de sa qualité, ainsi que des coûts, des risques et des délais liés au transport. Mais bon, mondialisation, commerce mondial, tout ça, depuis le XXe siècle, la tendance a été de dépasser ces provenances, de mettre en place des normes de production pour uniformiser certaines marchandises. Alors, une norme réplicable, ça ressemble à quoi ? Par exemple, si une usine de petits biscuits veut acheter du blé, elle va pas juste acheter du blé, elle va acheter du blé de meunerie numéro 2, qui répond à des critères bien précis. Alors il faut que le blé ait une teneur en protéines de 11%, 2% d'impureté maximum, il faut aussi qu'il ait un indice de temps de chute de Hagberg de 220 secondes. Ça fait très sérieux, mais honnêtement, c'est pas très clair là comme ça. Voilà, alors je te rassure, moi non plus ça me parle pas, mais l'idée c'est qu'avec des définitions et des standards très précis, au lieu d'avoir des régions qui produisent des blés, ceux du coin, on va plutôt inciter à produire
un blé bien particulier, ici le blé de meunerie numéro 2, qui répond plus ou moins à tous les usages et qui permet d'avoir un seul marché et donc un seul prix du blé. Ce prix unique va permettre d'organiser la compétition mondiale autour d'un seul critère, le prix. Et oui, quand tout le monde produit un blé différent, on se retrouve avec plusieurs prix. Le blé d'ici n'étant pas exactement le même que celui de là-bas, c'est pas la même variété, pas les mêmes propriétés, pas le même goût, et ben le prix est différent. Mais si on veut financiariser la production, si on veut que le seul critère de comparaison soit le prix, et ben il faut standardiser. Ça veut pas dire qu'il n'y a plus qu'un seul standard de blé, mais en tout cas, il y en a plus des centaines. Et quand j'en achète un, il aura toujours les mêmes spécificités. Une fois cette standardisation adoptée, puisque le même blé est utilisé par tout le monde et peut être produit n'importe où dans le monde, s'il y a des sécheresses en Europe de l'Est, on peut utiliser du blé américain ou français pour compenser. On peut même fabriquer du blé directement dans les silos en mélangeant d'autres types de blé qui répondent à d'autres critères pour en moyenne atteindre ceux du blé de meunerie numéro 2. Et du coup, la plupart des agriculteurs ont intérêt à rentrer dans les critères spécifiques du blé de meunerie en 1, 2 ou 3, parce que sinon tu peux pas le vendre. Enfin, tu peux, mais au cas par cas, pas sur les marchés mondiaux. Maintenant que le seul critère c'est le prix, parce que la production a été commoditisée, on peut financiariser à fond. Une usine de production de biscuits en Suède peut acheter sur le marché la promesse d'avoir 50 tonnes de blé de meunerie numéro 2 stocké dans un silo de Montoire de Bretagne en septembre 2026. Pas besoin de rencontrer un seul agriculteur, pas besoin de savoir d'où ça vient ou comment c'est arrivé là, puisque tout est standardisé. Si chaque maillon de la chaîne fait bien son boulot, le blé arrivera à destination. C'est pareil pour plein d'autres marchandises. L'aluminium, qui peut être livré en 25 tonnes dans les entrepôts des ports de Rotterdam ou de Hambourg, peut répondre à la désignation AL 99.70 du GB/T 1196-2018. Ça me paraît évident. Standardisation, donc mondialisation de la production, donc concurrence par les prix uniquement et donc financiarisation. Même principe avec le pétrole WTI. C'est du pétrole qui va être mis à disposition à une certaine date dans les réservoirs de Cushing dans l'Oklahoma. Pour connaître ses caractéristiques, il faut aller voir le Rulebook chapitre 200. Voilà. Alors pour info, il est là, ce rulebook, on vous laisse le lire si ça vous passionne. En tout cas, toutes ces pages de normes et de descriptions, c'est évidemment pas un truc qui s'est mis en place tout seul. Les centaines d'autres chapitres du rulebook ne sont pas un cadeau des dieux du commerce. Pour commoditiser une production, il faut travailler dur, il faut tout réglementer, tout vérifier. Par exemple, les marchés de matières premières que nous connaissons aujourd'hui ont été et sont toujours activement fabriqués par des institutions qui n'ont rien d'évident ou de naturel. Elles portent le nom de Chicago Mercantile Exchange ou encore Euronext. Ce sont des entreprises privées dont le rôle est tellement central qu'elles sont très régulées par les forces publiques, un peu comme des banques. Pour résumer, la commoditisation est un élément essentiel de notre commerce mondial. Grâce à elle, acheter une marchandise standardisée peut se réduire à comparer les prix. Peu importe d'où ça vient, peu importe dans quelles conditions c'est produit, la qualité est standardisée et vérifiée par les institutions dont c'est le boulot. Le seul critère de décision restant, c'est le prix. L'autre concept clé qui régit le fonctionnement de notre commerce mondial, c'est la spécialisation des économies que l'on peut justifier par la théorie des avantages comparatifs de David Ricardo. Bon, c'est un économiste qui est mort au début du 19e siècle, c'est une ref un peu poussiéreuse du coup, mais étonnamment, c'est toujours plus ou moins explicitement utilisé. L'idée de Ricardo, qui reste au cœur de la logique du commerce mondial aujourd'hui, c'est que chaque pays a intérêt à, petit 1, ouvrir ses frontières au commerce, avec un minimum de droits de douane, et petit 2, à se spécialiser dans ce qu'il sait faire le mieux par rapport à tout ce qu'il sait faire. Pour prendre un exemple simple et actuel, est-ce que vous connaissez le cobalt ? On s'en sert pour fabriquer des batteries au lithium, des aimants ou pour produire de la teinture bleue. Mais les gisements de cobalt français ne sont pas les meilleurs, pas les plus riches, pas les plus faciles d'accès. Du coup, le cobalt français est cher. Alors que, en République démocratique du Congo, on trouve des minerais à la fois riches en cobalt et qui sont faciles d'accès. Ainsi, la RDC a un avantage à se spécialiser en cobalt. Et donc, Ricardo nous dit que la RDC, plutôt qu'à essayer de développer d'autres industries, a tout intérêt à tout miser sur ce cobalt, à le vendre au reste du monde et à utiliser les recettes pour importer tout ce dont elle a besoin. Bon, la théorie des avantages comparatifs, à la base, c'est un modèle très simple. Là, on l'a encore plus simplifié, mais l'idée, c'est qu'en partant du principe que tous les pays sont accessibles avec très peu de droits de douane, eh bien, chaque pays aurait intérêt à participer au commerce mondial et à se focaliser sur sa petite spécialité. Et c'est doublement intéressant de le faire comme ça, parce que contrairement à la France, où une des spécialités, c'est un coût du travail hors de prix, quel scandale,
En RDC, les travailleurs, parfois des enfants, qu'on n'hésite pas à motiver à coups de pied, peuvent être exploités au point de pouvoir être qualifiés de main-d'œuvre esclavagisée. Donc voilà, grâce à cette autre spécialité de la RDC, eh bien leur cobalt est encore moins cher. Et grâce à la commoditisation qui invisibilise tout le processus de production pour se concentrer uniquement sur le prix, eh ben on le voit pas. Donc pas besoin de se sentir mal à l'aise par rapport à ça, vous en faites pas. Et aussi, toujours grâce à la commoditisation, quand une entreprise n'a pas accès à la ressource la moins chère, eh ben elle n'est pas compétitive sur les marchés mondiaux. Conséquence, on se retrouve avec un libre-échange qui favorise l'esclavage. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire aussi ? C'est comme ça, hein. Le troisième élément au centre de la mondialisation, c'est l'efficacité délirante du transport maritime, grâce à la conteneurisation. C'est sur ça que ça m'a eu. C'est génial. Avant les conteneurs, le transport était efficace pour les matières premières, genre le pétrole, les céréales, le sable, le gravier, parce qu'on avait des bateaux spécialement conçus pour ça, des pétroliers ou des vraquiers, faciles à charger et décharger et capables de transporter le maximum de la ressource en question. Mais pour les marchandises en général, c'est-à-dire le tout et n'importe quoi qui sort des usines, depuis des pièces détachées de voitures, des composants informatiques ou encore des jouets en plastique, eh ben ça c'était la galère. Avant les années 70, chaque marchandise était emballée dans son petit colis fait sur mesure. Quand ça arrivait au port, il fallait parfois déballer pour remballer de manière plus efficace avant de charger sur les bateaux. Et le chargement/déchargement était une belle galère parce que tous les colis étaient de taille et de forme différentes. Et à l'arrivée, rebelote, il fallait déballer et remballer certains colis pour que ça rentre dans les camions. C'est un Américain du nom de Malcolm McLean qui s'est dit « et si on standardisait tout ça ?» Le conteneur a révolutionné le transport de marchandises sur les longues distances. Les bateaux sont désormais conçus pour les conteneurs, et les conteneurs ont été conçus pour être placés sur des remorques de camions ou des wagons-trains. Et comme le chargement et déchargement, donc la partie qui coûtait cher, a été simplifiée, on peut même l'automatiser. Il reste plus qu'à construire d'immenses porte-conteneurs pour faire des économies d'échelle. Plus on transporte de marchandises, moins ça coûte cher par kilo transporté. Finalement, c'est la même logique qu'avec les pétroliers ou les vraquiers géants. Le conteneur a transformé la marchandise, de forme et de taille diverses, en une matière première dont le transport a pu être standardisé. Du coup, grâce au conteneur, ce n'est pas uniquement la provenance de la matière première qui importe peu, la marchandise, elle aussi, pièce détachée ou produit fini, peut être fabriquée n'importe où dans le monde. En revanche, point important, qui dit économie d'échelle dit gigantisme. Gigantisme des bateaux, mais aussi des infrastructures capables de les accueillir. Ah oui, ça c'est un truc de malade. Alors si vous êtes jamais allé en vacances dans un port international, je vous le recommande. Alors c'est vraiment juste une question. Si on préfère passer nos vacances ailleurs ? Oh. Bon, bah dans ce cas-là, je vous propose une visite par satellite. Voilà, ça peut vous donner une idée des ordres de grandeur. Tout ça pour dire qu'on a concentré d'énormes moyens dans un tout petit bout de territoire pour pouvoir gérer des gros flux de gros bateaux qui arrivent tous au même endroit, par exemple à Rotterdam. On en arrive à notre quatrième pilier du commerce mondial, le libre-échange. Ou plus précisément, les accords commerciaux qui créent le libre-échange. Parce que tout ça, là, la commoditisation, les avantages comparatifs et la conteneurisation, vous comprenez bien que ce qu'on cherche à réduire, ce sont les frictions au commerce. On veut fabriquer à la fois une usine de production à l'échelle du monde, matières premières et marchandises peuvent venir de n'importe où, le seul critère de sélection c'est le prix, et à la fois un supermarché mondial. Le consommateur final peut se trouver n'importe où sur le globe, le seul critère de sélection c'est le pouvoir d'achat. Et une des frictions majeures dont on n'a toujours pas parlé, ce sont les barrières douanières et tout autre mécanisme de réglementation qui viennent soit augmenter le coût de transfert, soit carrément interdire le passage d'une marchandise d'un point A à un point B. Et contre ça, rien de mieux que des bons vieux accords commerciaux. Alors mettons qu'en France, par exemple, l'industrie automobile veuille exporter des pièces détachées au Brésil. Bon, pour être compétitive dans ces marchés d'exportation, elle a besoin de droits de douane similaires à ses concurrents, comme par exemple l'américain General Motors, voire même inférieurs. Ce qui pourrait lui permettre de gagner des parts de marché. Ce qui arrange l'industrie automobile française a des chances d'arranger l'État français. Donc on signe un accord de libre-échange avec le Brésil. Mais pour être compétitive au niveau mondial, l'industrie automobile française a aussi tout intérêt à avoir accès, pour le moins cher possible, aux matières premières dont elle a besoin. Donc, sans droit de douane. Par exemple, si elle veut fabriquer des batteries pour les vendre à l'exportation, elle a tout intérêt à bénéficier d'un accord commercial avec la RDC pour son cobalt. Si chaque pays se spécialise, qu'on standardise un maximum les marchandises, que le transport coûte que dalle et que les droits de douane sont faibles, la recherche de la compétitivité étire les chaînes de valeur au monde entier. Les composants des marchandises peuvent venir de dizaines de pays différents. Peu importe d'où ça vient, peu importe où ça va. Et le consommateur final peut se trouver n'importe où, lui aussi. Le seul critère de décision, c'est le prix. Produire le moins cher possible, peu importe où, peu importe comment, vendre le plus cher possible, peu importe où, peu importe à qui. Donc voilà, on a nos 4 piliers du commerce mondial. Commoditisation, spécialisation, conteneurisation et libre-échange.
Et le résultat, c'est un processus de production et de vente, une espèce de grosse usine / centre commercial mondial si vous voulez, qui a invisibilisé toutes les contraintes logistiques et qui a notamment fait disparaître celle de la géographie. Nous avons construit un monde dans lequel l'origine des matières premières, des pièces détachées et des marchandises n'est plus un enjeu. Sauf que ce monde sans géographie, on l'a longuement rappelé ici, c'est une construction institutionnelle qui repose sur des techniques et des technologies certes, mais aussi sur des lois, donc sur des accords politiques. Et notamment, et ça on l'a pas encore évoqué, sur la liberté de circulation en mer. Enfin, en vrai on avait déjà parlé dans l'épisode sur la thèse de l'économiste et historien Arnaud Aurin. Attention, on révise un petit peu. Ce qu'il nous disait, c'est que l'institution supplémentaire qui fait que ce commerce mondial sans géographie est possible, c'est l'armée américaine. Et oui, les piliers, c'est comment ça tient. Mais il y a une autre question. Pourquoi on a décidé de faire comme ça ? D'où vient l'accord politique entre les pays qui rend la mondialisation des échanges possible ? On pourrait sûrement faire une vidéo juste là-dessus. Mais ici, on peut penser à 2 pistes. D'abord, il y a la thèse de Ricardo, dont on a parlé. Il faudrait que les pays se spécialisent et mondialisent leurs échanges parce que tout le monde y gagnerait. Bon, il y a 1001 problèmes avec cette théorie, on vous renvoie vers cette vidéo qui en parle. Donc, pas sûr que ce soit celle-là la meilleure piste. L'autre raison possible, plus probable selon nous, c'est que le libre-échange fait partie de la liste du consensus de Washington, une espèce d'accord international tacite qui conditionne les aides des pays riches vers les pays pauvres. Ça veut dire que si tu n'acceptes pas le libre-échange, tu te mets à dos la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Et en plus de ça, si t'es vraiment récalcitrant à ce modèle, tu t'exposes à la toute-puissance de l'armée américaine qui est un petit peu en mode « Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde !» 50% homme, 50% Dieu, 100% sauveur. Non mais là c'est peut-être caricatural. Utiliser de l'IA pour cette blague en plus, vraiment. Ah non, mais c'est vraiment Trump lui-même qui a posté ça. Hein. Le chef des armées américaines, une armée qui désormais, petit 1, est dirigée par un mec qui se prend pour Jésus, hein, et petit 2, malgré sa toute-puissance théorique, ne parvient pas à débloquer un passage maritime. Et on voit bien que la puissance hégémonique navale américaine n'est plus en mesure, en fait, de rétablir le commerce maritime mondial, en particulier pour les grands transporteurs occidentaux. La thèse d'Aurin, c'est donc que l'accord tacite qui rendait possible le commerce mondial, qu'on a décrit, il est en train de voler en éclats. Si la théorie de Ricardo a un jour fait consensus, c'est plus le cas. Et la peur des institutions commerciales et militaires des pays riches, Banque mondiale, FMI, armée américaine, elle s'est érodée. Du coup, de plus en plus, pour comprendre l'économie mondiale, il est plus possible de tout baser sur des indicateurs de prix très abstraits comme le PIB ou les cours de bourse. Il faut remettre du concret, de la logistique au centre de nos analyses. Par exemple, si vous voulez savoir s'il y aura une crise ou pas, commencez à vous demander d'où viennent les bateaux et par où ils passent. Et oui, malgré le fait que tout notre processus de commerce mondial avec nos 4 piliers là nous ait fait oublier que la logistique et la géographie existent, quand on remet bout à bout toutes les crises commerciales ayant eu lieu ces dernières années, cette réalité redevient soudainement très concrète. Pour rappel, il y a eu les tarifs douaniers américains en 2018, alors que normalement, la définition du libre-échange, c'est pas de tarifs, en tout cas pas trop. Ensuite, il y a eu le Covid en 2020 et la découverte que la Chine était la principale fabricante de masques. En 2021, un bateau a loupé un créneau dans un canal et a bloqué une route maritime pendant des jours. En 2022, c'est l'invasion russe en Ukraine qui a révélé à la fois la dépendance européenne au gaz russe, mais aussi la faiblesse stratégique liée à son mode d'approvisionnement. Parce que oui, des gazoducs, c'est pratique, mais c'est aussi très facile à détruire. Et sans forcément parler de destruction, il faut désormais bien analyser les nombreuses tensions géopolitiques. Pour réduire les dépendances au gaz russe, on est parti sur du gaz naturel liquéfié, du GNL, américain. Bon mais voilà quoi, on n'a pas intérêt à s'embrouiller avec le mec qui se prend pour Jésus. Heureusement, ne vous inquiétez pas, l'Union européenne a senti les tensions venir et a immédiatement pris des mesures. Alors pas exactement, pour l'instant on a surtout produit des rapports, mais c'est un bon début. Grâce à eux, on a maintenant une idée d'où viennent les choses. Dans ce rapport, par exemple, on a une liste des dépendances liées aux métaux nécessaires à la défense européenne. Et dans celui-ci, on analyse de manière plus globale les dépendances en matériaux critiques. On y apprend que, alors que le problème a été identifié depuis plus d'une décennie, parce que le prix des matières premières avait beaucoup augmenté dans les années 2000, la dépendance à des matériaux critiques a continué d'augmenter, passant de 14 ressources identifiées en 2011 à 34 en 2024. Du coup, au lieu de faire confiance à la mondialisation et à se focaliser sur un prix unique fourni par un marché mondial qui aurait effacé les contraintes géographiques et géopolitiques, on s'est quand même remis à faire des cartes. Et là, on voit qu'il y a pas mal de ressources qui viennent d'Afrique du Sud, et aussi surtout de Chine. Donc bon, faut espérer qu'ils vont continuer à nous les vendre.
Et là, vous vous dites peut-être qu'on exagère, faut arrêter de se faire peur, la Chine a tout intérêt à nous vendre des trucs pour gagner de l'argent. D'après la théorie des avantages comparatifs, c'est la meilleure stratégie. Sauf que, y a déjà des restrictions importantes depuis 2023 et elles se durcissent. Cet article du Monde explique que la Chine impose des quotas spécifiques pour obtenir le droit de leur acheter ces métaux, mais en plus de ça, les industriels européens doivent également indiquer avec des photos dans quoi les métaux vont être utilisés. C'est de l'espionnage industriel ça, c'est pas du jeu. Et en plus, la Chine s'arrange pour ne pas permettre aux industriels de se constituer des stocks. Mais, pourtant Ricardo n'a jamais dit qu'il fallait faire ça, c'est de la triche. Et ouais, le libre-échange, je sais plus ce que c'était. Mais en plus de ça, on a un autre problème. Pour le comprendre, on vous propose d'utiliser un outil digital de haute précision. Gilles, démonstration. Alors, production de phosphore et de titane au Kazakhstan. Je pose mon doigt et je vais vers l'Europe. Ah, ça passe par le détroit du Bosphore. Donc a priori, faut être pas mal pote avec la Turquie, forcément. Mais aussi, si on veut naviguer tranquillement en mer Noire, avec la Russie et l'Ukraine. Vous avez vu, ça marche super bien comme outil. On peut aussi le faire avec la Chine ou Taïwan. Je pose encore mon doigt. Et hop, là, on voit que ça passe par le détroit de Malacca. Après, c'est l'entrée de la mer Rouge, détroit Bab el-Mandeb, et puis après, c'est le passage en Méditerranée via le canal de Suez. Alors, dis donc, c'est pas mal de petites routes pour aller en Asie. Qu'est-ce que c'est ludique. Bon, allez, un petit dernier, et si on faisait l'hélium ? Allez, je pose mon doigt. 33% d'hélium produit au Qatar, et qui passe par le détroit de... Comment il s'appelle celui-là ? Hormuz. Oula, problème. Et voici maintenant le détroit d'Ormuz, dont le régime iranien a décidé de faire une arme de guerre. Verrou stratégique du commerce mondial, il permet aux pays producteurs de pétrole et de gaz de la région d'exporter leur production vers le monde entier via le golfe d'Oman puis l'océan Indien. Dans un article de Nature qui analyse les différents goulots d'étranglement mondiaux, on voit que le détroit d'Ormuz n'est pas le point qui concentre le plus de flux de marchandises, mais ça reste bien une route majeure de l'énergie. Les décomptes publiés par oilprice.com mentionnent qu'en additionnant les exportations de gaz naturel et de pétrole, c'est au total 4,5% de l'énergie globale qui est bloquée quand le détroit est fermé. On a donc moins d'énergie pour faire tourner l'économie mondiale, donc l'activité doit être réduite et on a une hausse des prix parce que le coût du pétrole et du gaz doivent être répercutés dans tous les produits. Mais il n'y a pas que le pétrole qui passe par Hormuz, il y a aussi l'hélium justement. C'est un produit dérivé du gaz naturel. C'est utilisé pour faire des puces informatiques ou bien pour faire fonctionner des IRM. Bref, le genre de gaz un peu utile. Sauf que voilà, 33% de la production mondiale d'hélium passe par Hormuz. Enfin, le détroit d'Ormuz, c'est aussi un lieu de passage d'engrais pour l'agriculture, un autre produit dérivé du gaz naturel. Dans la série 2050 de Stupid Economics, nous avions justement mis en avant la dépendance de plus en plus forte de l'agriculture française et mondiale à ces produits. Et c'est là qu'on peut revenir à la crise systémique dont parlait Roland Lescure. Il n'y a que quelques ressources bloquées, mais les dépendances imbriquées et l'absence de stock d'hélium et d'engrais font que la crise peut se transmettre et avoir des conséquences terribles. Le 13 avril 2026, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture prévient que la crise risque d'être systémique en indiquant qu'une crise alimentaire majeure n'est pas inévitable, mais la fenêtre pour l'éviter se referme rapidement. On est le 21 avril là, et le détroit d'Ormuz n'est toujours pas ouvert. Mais en fait, cette crise systémique, il faut la replacer dans tous les autres chocs commerciaux de ces dernières années. Vous avez déjà fait la liste. Avant le détroit d'Ormuz, c'était la guerre en Ukraine, et avant ça, c'était le Covid. La grande faiblesse de nos modèles industriels et commerciaux, ce sont justement les blocages et les accidents de production. Parce que le fonctionnement du commerce international qui permet de commoditiser les marchandises, de les acheter en avance à l'autre bout du monde, il n'a pas été conçu pour faire des réserves ou pour diversifier la production. Au contraire. À part pour le pétrole qui dispose des fameuses réserves stratégiques, et pour les autres matières premières et marchandises, le commerce international fonctionne à flux tendu. C'est-à-dire que l'on achète pile ce dont on a besoin, quand on en a besoin, parfois avant même que ce soit produit. Et les chaînes logistiques évitent le plus possible de stocker parce que c'est coûteux, inutile, inefficace, en tout cas quand le système fonctionne comme il devrait. Finalement, notre commerce mondial hyper efficace en termes de prix est aussi hyper vulnérable. La concentration des flux, la spécialisation des productions, les incitations à ne pas diversifier l'approvisionnement, les interconnexions économiques, le moindre petit bug logistique, une usine majeure qui fonctionne plus, ou géographique, un détroit ou un canal bloqué, et pouf, il n'y a plus rien qui marche. Mais à la vue des tensions géopolitiques actuelles, surtout quand l'armée américaine n'arrive plus ou ne veut plus imposer le libre-échange, le système n'est plus fonctionnel. Il faut de nouveau s'intéresser à la façon dont nous nous approvisionnons. Bon, ok, Geography is back, on peut plus compter sur la marine américaine pour obliger tout le monde à accepter le libre-échange. Il faut s'attendre à ce que les pays qui contrôlent des ressources ou des points de passage stratégiques se servent de cet avantage pour obtenir des concessions alignées avec leurs objectifs politiques. Et la question pour nous, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Comment on s'en protège ?
Le premier truc important à comprendre, c'est qu'avec la géographie, c'est pas le prix qui est le souci le plus pressant, c'est la quantité. Le vrai gros risque, c'est celui de la pénurie. Prenez la hausse du prix du pétrole à la fin des années 2010. Bon, c'était de la spéculation, personne n'a manqué de pétrole. En revanche, le choc pétrolier de 73, là, il y a eu pénurie. Et avec le détroit d'Ormuz bloqué, il nous arrive la même chose. Oui, les prix montent, mais le vrai gros souci, c'est qu'il va falloir rationner les usages. On a trop tendance à tout interpréter sous le prisme des prix. Quand le prix de l'essence est élevé par manque de pétrole, il suffit pas de décider d'un blocage des prix pour résoudre le problème. S'il n'y en a pas assez pour tout le monde, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Il faut décider de ce qu'on veut prioriser. Les camions qui approvisionnent les supermarchés ou les déplacements des particuliers. C'est ce qu'on a fait en 1973 lors du premier choc pétrolier. Le plan Messmer a réduit la vitesse autorisée sur les routes, incité les Français à réduire leurs déplacements et à moins chauffer leur logement. Les programmes télé ont été arrêtés la nuit pour que les postes soient éteints, et il a été décidé que les bureaux devaient être éteints la nuit. Dans certains pays, notamment en Hollande, il y a carrément eu des dimanches sans voiture. Mais bon, aujourd'hui en France, on n'en est pas là. On n'a pas de rationnement en fait. Sauf que les hausses des prix, c'est déjà une méthode de rationnement. Quand le prix monte, les plus pauvres ne peuvent plus payer et donc ils sont exclus de la consommation de la ressource en question. Donc c'est bien un mécanisme de rationnement, mais qui passe par le marché plutôt que par des mesures qui pourraient gêner les habitudes de ceux qui ont de l'argent et du pouvoir. Alors attention, la hausse des prix peut avoir des vertus, notamment quand il y a des alternatives et qu'on parle d'une ressource dont on aimerait se passer, comme le pétrole par exemple. Eh oui, parce que le réchauffement climatique, vous vous souvenez, j'ai vérifié, c'est toujours en cours. Une essence plus chère va inciter les ménages qui peuvent se le permettre à passer à l'électrique. Et ça, c'est très bien. Mais pour les ménages qui n'ont pas les moyens, c'est sûr qu'on peut pas juste les empêcher de se déplacer. Bon, quoi qu'il en soit, le rationnement, c'est la réponse de court terme, une manière de réagir à la pénurie en temps réel. Les prix élevés peuvent servir à dissuader certains usages, pour d'autres, on va plutôt distribuer des tickets de rationnement, réglementer, voire même interdire. Mais il y a aussi une réponse de long terme qui consiste à trouver des moyens pour éviter ou atténuer la prochaine crise. La première stratégie, c'est celle de la piscine de Picsou. Avoir tellement de thunes que si jamais il y a une crise d'approvisionnement, tu peux juste aller piocher un peu de dollars dans ta piscine pour payer l'énergie ou les ressources dont tu as besoin, même si elles deviennent très très chères. Pour ça, à moins d'avoir une imprimante à dollars, donc à moins d'être les États-Unis, il faut développer une industrie d'exportation, donc à fond dans la compétitivité. Oui, parce que la monnaie du commerce mondial, c'est le dollar. Pour acheter des trucs à l'international, il faut des dollars. Le seul moyen d'en avoir plein, sauf à être les États-Unis, c'est d'avoir plus d'exportation que d'importation. On parle de balance commerciale excédentaire. C'est typiquement la voie qu'a choisie l'Allemagne suite au choc pétrolier de 73, tout misé sur une industrie d'exportation très forte. Mais cette solution fait le pari du libre-échange. Or, on a vu que c'était de moins en moins à la mode. Par exemple, en 2023, quand Poutine a coupé les vannes du gaz venant de Russie, déjà, c'était pas évident de trouver d'autres fournisseurs, mais en plus, comment tu fais quand l'industrie d'exportation est elle-même dépendante de la ressource dont le prix est en train d'exploser? L'augmentation du prix du gaz après la guerre en Ukraine a cassé la compétitivité des entreprises allemandes. Et puis, pour être compétitif sur des produits de haute qualité, faut des infrastructures publiques de haute qualité. Travailleurs formés et en bonne santé, énergie abondante, transport rapide et fiable, tout ça demande des investissements permanents que l'Allemagne a préféré éviter. Et du coup, la Chine est en train de lui passer devant. L'autre politique de long terme, c'est celle de la maîtrise des ressources. Plutôt que de réduire les usages sur le court terme avec nos histoires de rationnement là, est-ce qu'on pourrait pas le faire sur le long terme? Par exemple en visant une meilleure utilisation des ressources. C'était pas trop à la mode dans les années 70, mais on peut quand même citer une loi américaine qui est venue obliger les constructeurs automobiles à fabriquer des moteurs plus efficaces pour brûler moins d'essence. Sauf que, petite anecdote au passage, la norme ne s'appliquant pas aux véhicules type pick-up, ce sont eux qui ont été poussés par l'industrie dès que les prix du pétrole sont retombés, parce que les marges sont plus grosses pour ce type de véhicule. Et c'est des pick-up américains qu'est venue ensuite la mode du SUV, qu'on connaît aussi chez nous. Pick-up et SUV qui sont plus gros, donc plus consommateurs de pétrole. En 2026, alors que la transition énergétique est un objectif, je crois que c'est un objectif, ce genre de solution pour économiser les usages devrait s'accélérer. Il y en a déjà qui ont été mis en place. Ce sont les primes écologiques sur les poids des véhicules, la traçabilité des origines des produits pour informer le consommateur, les différents labels ou, ce qui est en train d'arriver de plus en plus, les obligations de recyclage de ressources. Par exemple, pour le cobalt des batteries, en Europe, on vise 16% de recyclage d'ici 2031.
La difficulté avec ce genre de politique, c'est qu'elles sont vues comme des mesures compliquées, décidées par des technocrates hors sol, qui ne comprennent rien à rien et qui imposent des trucs complètement en dehors des réalités du terrain. Et oui, parce que pour des entreprises biberonnées à l'idéologie des rendements à court terme pour les actionnaires, c'est vrai que c'est en dehors des réalités du terrain. Du moment que les dividendes sont au rendez-vous, ça les dérange pas du tout d'avoir une dépendance à 100% au cobalt de RDC ou de promouvoir une agriculture ultra dépendante de gaz et d'engrais dont on ne maîtrise pas la chaîne logistique. Encore une autre solution qui a été utilisée suite au choc pétrolier de 73, c'est la multiplication des traités commerciaux. Ne jamais dépendre d'un seul fournisseur. Bon, l'idée est bonne en théorie, mais dans un monde où les pays sont incités à se spécialiser, ça marche pas aussi bien, parce qu'il n'y a pas toujours 36 producteurs différents. Puis il y a toujours cet enjeu géographique. Plus la ressource vient de loin, plus on augmente les chances qu'elle passe par un canal ou un détroit qu'une puissance militaire pourrait bloquer. Du coup, la solution serait soit de faire escorter les bateaux, allez hop, développement de l'industrie de l'armement, là on fout des missiles et des militaires sur les bateaux de commerce, mais ça coûterait une blinde. Et en fait, tout d'un coup, Transformers, dans les conteneurs il y a des missiles, sur les côtés il y a des tourelles, piou 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 piou. Soit de relocaliser la production, créer des alternatives locales. Dans les années 70, ça a été la stratégie française, avec les réacteurs nucléaires, ou encore islandaise, avec le développement de la géothermie. Plus récemment, c'est la Chine qui mise à fond sur l'installation d'énergie renouvelable. Alors, ça coûte une blinde aussi, mais c'est peut-être plus sympa que l'alternative des missiles sur les bateaux. Globalement, ce que nous apprend le blocage du détroit d'Ormuz, c'est que le bon vieux temps de l'analyse économique qui se résume à compter des milliards qui se baladent d'un pays à l'autre, c'est fini. Pour n'avoir besoin de regarder que des indicateurs financiers pour comprendre l'économie, il faut d'énormes institutions marchandes, légales et militaires qui forcent tous les pays à se comporter comme c'est marqué dans la théorie économique standard. Théorie qui, au passage, enrichit uniquement les pays qui sont déjà au sommet de la hiérarchie. On en veut pour preuve le plus grand succès du développement de ces dernières décennies, la Chine qui, justement, n'a pas arrêté de tricher concernant les règles officielles telles que définies par le consensus de Washington. La Chine s'est développée malgré les règles plutôt que grâce à elles. Toujours est-il que l'économie, c'est tout sauf des euros ou des dollars. L'économie, ce sont des gens qui travaillent, des machines qui tournent, des bateaux qui transportent des marchandises et des gens qui les consomment. Le blocage du détroit d'Ormuz nous force à regarder notre fonctionnement économique en face. Oui, l'hélium vient du Qatar. Ça peut être difficile d'en produire en Europe, donc c'est peut-être intéressant d'en avoir des réserves. Et d'une manière générale, il faut partir du principe que d'autres ressources seront bloquées pour une raison ou une autre. Peut-être que ce sera le lithium du Chili, les semi-conducteurs de Taïwan ou le cobalt qui vient de la République démocratique du Congo. Chaque ressource demande une stratégie différente. Pour le cobalt, si on le paye si peu cher, c'est en partie parce que les travailleurs sont exploités. Si on voulait en produire localement, ça coûterait combien ? Trop cher sûrement, mais pourquoi ? Parce qu'on le ferait en payant les gens à peu près correctement et en leur offrant le minimum de protection sociale ? Cette crise nous permet aussi de voir le véritable coût des bas prix. C'est pas cher parce qu'on a des gens exploités à l'autre bout de la chaîne. Ce choc pétrolier de plus, il peut provoquer une crise systémique par ses implications sur les prix alimentaires, le pétrole, tout ça. Mais c'est aussi une nouvelle manifestation du fait que le commerce mondial est devenu trop vulnérable sous sa forme actuelle. C'est un rappel que l'économie est basée sur des flux de marchandises physiques et des conditions de travail tout aussi physiques. Et derrière toutes les complexités de l'économie, derrière toutes les équations et les théories, se posent toujours quelques questions essentielles, à savoir... Où sont produites les richesses ? Comment sont-elles produites ? Dans quelles conditions ? Comment les revenus doivent-ils être distribués pour que tout le monde puisse en profiter ? Ouais, mais là c'est trop compliqué. C'est beaucoup plus facile de regarder si le prix monte ou descend, moi je pense. Oui, peut-être. Bon, en tout cas, on vous laisse méditer là-dessus. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la partager avec nous en commentaire. Et si vous n'avez pas la réponse, bam, vous avez perdu un gage. Il faut donner à Stup Media. Eh ben oui, c'est comme ça, on fait pas les règles. Et ouais. On se retrouve le mois prochain. Le mec qui savait même pas qui jouait. Ah putain, oui. j'ai perdu. Ils m'ont bien eu. Ah, ils sont cons. Ah, je suis obligé. Donc voilà, le choc pétrolier, c'est chez les autres, pas chez nous. Problème réglé, j'ai plus de... C'est chez les autres, pas chez nous. Problème réglé. Merde. Pas chez nous. Problème... Pas chez nous. Problème réglé. Bon. Ah merde. Problème réglé. Problème réglé. C'est chez les autres, pas chez nous. Problème... Non, merde, attendez. Problème toi, réglé. C'est comme ça pendant... Problème réglé. Voilà, le choc pétrolier. Déjà, tu vois, je l'aurais fait là, moi. Donc voilà, le problème, c'est chez les autres. C'est chez pas de nous. Phrase réglée. C'est limpide. Et les sous-titres, de toute façon, donc c'est pour moi.